Est-ce que le libre-échange est bon pour vous, les gens qui nous écoutez? Est-ce que effectivement, on s'enrichit avec ça? Est-ce que on va chercher des nouveaux emplois? Est-ce qu'on perd aussi en échange de cet enrichissement? On peut en débattre. Est-ce qu'il y a enrichissement ou pas grâce au libre-échange? En tout cas, Simon-Pierre Savard-Tremblay a écrit un livre qui s'appelle « L'État succursale, la démission politique du Québec ». Il lance son livre aujourd'hui à Québec et on le reçoit en studio. Bonjour. Bonjour, Bernard. Éric? Oui. Je pense que tu n'aimes pas beaucoup la thèse de départ de notre invité, n'est-ce pas? Écoute, le libre-échange, je m'excuse, mais là, je comprends que les gens qui tripent sur l'État puis qui veulent un gros gouvernement puissent voir dans le libre-échange une menace parce qu'effectivement, il y a une érosion du pouvoir de l'État au profit du consommateur, au profit du citoyen, au profit de l'entrepreneur. Mais pour moi, ça, c'est excessivement positif. Puis pour moi, quelqu'un qui se bat contre ça, ben c'est un étatiste. Puis c'est ce que Simon-Pierre Savard-Tremblay est, selon moi. Dans mon livre à moi, c'est ça que c'est. Alors, voici pour l'accueil. Content de te voir, moi aussi, mon cher. Mais non, mais ça a pas de sens. Qu'est-ce que t'as fait là, écrire un livre contre le libre-échange? Tu fais partie des Wallons qui veulent assassiner l'entente entre le Canada puis l'Europe. Un instant, Éric, il y a un chapitre qui traite de la question du libre-échange. C'est un trop! Laisse-moi aller un peu, là. En fait, je te dirais, mon cher Éric, je vais te couper court tout de suite. Je suis pour le commerce, moi, entre les pays. Mais pourquoi tu l'écris pas? Ça serait le fun. Je l'ai dit. OK. J'ai dit, ce que j'explique, c'est que il y a le libre-échange, je sais pas, tu seras sans doute d'accord avec moi, c'est pas un tout, c'est pas à prendre comme un tout. Il y a des bonnes ententes puis il y a des mauvaises ententes. Tu seras sans doute d'accord avec moi. Puis il y a une différence entre les premières ententes à l'époque où c'était les droits de douane. Donc, on disait, sur certains produits, certaines marchandises, on baisse les tarifs, puis on facilite ça, puis ça va coûter moins cher. Puis là, effectivement, le consommateur est gagnant à bien des égards, et le producteur aussi. Les producteurs aussi, parce que ça leur donne souvent accès. Productifs, pas les subventionnés, puis les têteux là, de privilèges puis de monopoles. Ben, mon cher Éric, je vais t'inviter à valoriser dans l'actuel accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, valorise le point de vue de droite contre le libre-échange. Je vais t'expliquer pourquoi. Comme d'ailleurs ton idole Ron Paul aux États-Unis l'est. Il est contre ce type d'accord-là. Et puis, je vais t'expliquer pourquoi, c'est que... Il est contre la bureaucratisation à Bruxelles, par exemple. Ou contre... Oui, ça aussi. Ça, mais en fait, ce que lui mais dit, il est pas contre le fait qu'on prenne nos produits, puis qu'on traverse les frontières, puis qu'on paye pas de taxes, puis qu'on puisse aller exporter puis importer des produits à meilleur marché. Écoute, ça, tout le monde c'est ce bout-là que je trouve qui est pas clair dans ton livre. Dans bien des secteurs, je te dirais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça aussi, qu'il y a un avantage à faire avec ça. Sauf que, on n'est plus dans ce genre d'accord-là aujourd'hui. Aujourd'hui, puis quand je te dis point de vue de droite contre le libre-échange, c'est que tu étais certainement pas pour que le commerce soit enfermé dans 2000 pages de règlement. C'est sûr que ça devient très compliqué. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est ça qu'il faut se poser la question. C'est parce qu'il y a des lobbies qui sont contre le libre-échange puis qui réussissent à convaincre les gouvernements de leur donner des petites protections parce qu'ils disent qu'ils vont crever parce que c'est des pas bons puis qu'ils ont peur d'avoir de la concurrence. Puis qu'il y a des gouvernements puis il y a des élus qui sont trop pleutres puis qui se plient devant ces lobbies-là puis qui acceptent d'inclure ça dans des ententes. C'est ça la réalité du libre-échange. Là, avec cet actuel accord-là, c'est là que tu vas voir justement le système agricole au Québec devenir un système subventionné. As-tu vu se garrocher en disant il va y avoir des compensations? Je veux bien, peu importe ce qu'on pense de la gestion de l'offre et des règles qui viennent avec ça. Je peux t'en parler de ça aussi. Oui, mais sauf que là, certainement, c'est un déclin de la gestion de l'offre avec ça, mais au profit d'un système agricole subventionné, c'est autre chose. J'imagine que t'es pas davantage pour ça non plus. Non, mais déjà, c'est mieux des subventions que des quotas. Présentement, on gère ça par quotas, puis c'est encore plus dommageable économiquement que des subventions. C'est vraiment la pire chose qui peut exister en matière agricole, c'est le système canadien. De toute façon, il est appelé à disparaître. On ne pourra pas garder ce système-là éternellement. Mais là, tu vas être pogné avec moi aussi là, dans le débat, mon petit pit, là. Wow! Comment ça, c'est pire? Mon œil, j'aime bien mieux, moi, qu'on dise à nos producteurs, voici la limite que tu peux produire, puis en échange de cette... Il n'y a pas de gaspillage. En échange de prends ton lait, puis répands-le dans le champ, parce qu'on veut pas que tu n'as pas le droit de le vendre. En échange de cette discipline... Ça, c'est pas du gaspillage. En échange de cette discipline-là, tu t'imposes de produire tant,
puis tu dépasses pas le maximum qu'on te donne, Sinon, puis les jambes. puis en échange de cette discipline-là que tu t'imposes, on t'assure un prix. Ouais. Puis c'est ça. Puis en échange, le consommateur va payer 3 fois plus cher son lait que partout ailleurs. D'abord, ça, c'est pas vrai qu'il paye 3 fois plus cher. Puis si tu mets fin au système de quotas que tu proposes, tu laisses rentrer le lait américain. Pourquoi il va coûter moins cher, le lait américain, à court terme, mais une fois qu'ils vont avoir pris le contrôle du marché québécois, ils vont l'augmenter le prix du lait. À soir, on fait peur au monde. Tu me fais penser aux fédéralistes. Nos fermes familiales vont être mortes. Nos fermes familiales vont être fermées. Nos villages vont être fermés. Le lait va finir par coûter plus cher. On aura tout perdu. Tout ça pour défendre un petit syndicat qui a fait un monopole puis qui a pogné les clips qui les a sacrés dans le fleuve. Attends un instant, Éric. Les petits producteurs, c'est une réalité aussi. La question agricole, c'est quand même une des questions qui, en économie, est une des plus compliquées aussi parce que c'est un domaine où l'offre est beaucoup plus difficile à s'adapter à la demande qu'ailleurs. Si tu penses que la demande, ça va être du blé, tu peux pas transformer ton champ de blé en champ de maïs en un claquement de doigts. Là. C'est plus compliqué. C'est normal qu'il y ait des objectifs qui soient fixés par rapport à ça. C'est pas à l'État à fixer ça. C'est de laisser jouer la concurrence. C'est pas, on n'a pas à avoir des petits monopoles patentés à Saint-Hyacinthe pour décider qu'est-ce qui va se faire sur une terre ici, dans Port-Neuf. Voyons donc. Tu peux pas, il y a aucun pays dans le monde qui traite l'agriculture comme un secteur ordinaire. Non, mais il y a aucun pays parce qu'à un moment donné, il faut manger dans une journée. Que nous. Faut manger dans une journée. On est rendu le pire modèle de la planète. On est le meilleur modèle. On est le pire. On est le meilleur modèle. C'était vrai, on paierait moins cher. On est le meilleur modèle. On mange bien. On a des prix qui sont somme toute raisonnables. On a des fermes familiales. On se fait pas envahir. On a une autosuffisance alimentaire qui est avantageuse, que nous envie plein de pouvoir. Pourquoi les Chinois viennient acheter nos terres, tu penses? Bernard, tu vas faire rire de toi. Arrête. Tu vas faire rire de toi? C'est toi qui fais rire de toi. Bon, Simon-Pierre. On s'excuse. Je suis en train de me demander, m'avez-vous invité ou vous vouliez discuter entre vous? Ben là, c'est parce que il nous craint. Oui, je sais. Mais j'essaie de t'aider aussi. C'est sa job aussi. Simon-Pierre. Mais en résumé, là, si tu voulais nous résumer en une phrase la thèse que tu défends, c'est quoi? Tu dis-tu que le libre-échange, c'est pas bon parce que ça mine l'État, ça mine notre capacité d'agir comme société? De plusieurs façons, oui, parce que, comme je le disais, Éric, c'est des milliers de pages de règlements comme ça, puis une fois qu'on veut changer, une fois qu'on veut corriger la direction, admettons là, qu'on prend ce qu'Éric souhaite, on abolit les quotas, admettons. Là. Mais ça se peut-tu qu'avec un État, est-ce qu'on peut dire, justement, après quelques mois, si ça n'a pas marché, on ramène l'ancienne politique ou on adapte ça? Non, à partir du moment où tu es enfermé dans des règlements, comment tu veux agir avec ça? Le libre-échange, dans sa forme actuelle, parce qu'il y a plusieurs formes, on n'est plus dans les accords sur les droits de douane. Là, on est rendu dans des accords qui visent à transformer complètement les lois pour que les mêmes lois soient partout dans tous les États. Là, comment tu peux dire que c'est gagnant pour le citoyen? Non, c'est sûr que moi, je souhaiterais que de façon unilatérale, on s'entende, puis en fait bilatérale, puis qu'on enlève nos droits de douane. Puis c'est sûr que dans un monde idéal, ça serait ça. Puis la raison pourquoi il y a des ententes, c'est pas parce que c'est pas les gens qui croient au libre-échange qui font qu'on a des ententes compliquées puis qu'il y a des maudites clauses. C'est ceux qui sont contre puis qui essayent de se têter des protections artificielles. C'est pour ça qu'on a des ententes aussi complexes, aussi compliquées, aussi coûteuses. Je pense pas que c'est pour ça. Moi, quand tu lis ce genre d'accord-là, quand tu lis ce genre de pavé-là, c'est pas tout à fait des ententes qui favorisent les groupes victimes du libre-échange. Mais Simon-Pierre, est-ce que vous dites, est-ce que tu dis que, dans le fond, les gagnants du libre-échange, c'est davantage les entreprises plutôt que les citoyens? Notamment, puis Éric parlait des bureaucrates, il y a de ça aussi. Là. Les bureaucrates? Tu dis que c'est tant mieux que les citoyens ne soient pas gagnés? Non, c'est pas les citoyens. Vous autres, dans votre livre, quand vous dites citoyens, là, vous parlez du gouvernement. Parce que, je m'excuse, mais les gagnants, là, c'est nous autres. Voyons les donc. Perdants, c'est le gouvernement. Okay, moi, je vois le libre-échange comme un contrepoids au gouvernement. Puis moi, je suis content de voir que le libre-échange fait en sorte que le Canada va être obligé d'abolir ses quotas. C'est grâce au libre-échange qu'on va se débarrasser d'un monopole. Mais je pense que tu pars d'une mauvaise prémisse, parce que c'est pas le libre-échange at large. Il y a plusieurs, tu sais comme moi, il y a des bonnes ententes, il y en a des mauvaises. Dans le cas de celle qu'on a, oui, si tu regardes sur le fromage, d'accord, le consommateur va être gagnant, mais pas celui qui a besoin de médicaments. Puis tu remarques d'ailleurs une étude aux États-Unis de l'université. Il n'y a pas de quota dans le domaine du médicament. Non, mais il va y avoir une hausse des prix avec les brevets. T'sais. Puis quand tu regardes ça, c'est un autre débat là, sur la droit de propriété et la protection. Là, tu m'invites à parler de cet accord-là, je t'en parle. Là. Puis il y a aussi l'ouverture des contrats d'Hydro-Québec dans le marché public. Puis il y a toutes sortes d'aspects. Là, il y a eu une étude de l'université Tufts aux États-Unis, au Massachusetts. C'est une université très bien cotée. Là. Tu peux pas dire que c'est des socialistes, eux autres. Là. Tu peux pas dire que c'est de l'idéologie. C'est pas. Puis à ma connaissance, c'est pas une université. C'est pas un syndicat qui a produit cette étude-là. Puis ce qui est intéressant avec eux autres, ils ont su démanteler
la méthodologie que les gouvernements utilisent pour nous vendre la ECG, Canada-Europe. Puis ils nous disent, la balance commerciale, mise à part pour par exemple, l'Allemagne, la France et l'Italie, ça va mal aller. Ils nous disent, il va y avoir des compressions salariales. C'est bien beau si le consommateur est aidé, mais si son salaire est de plus en plus comprimé, on n'est pas bien avancé. C'est des arguments de syndicats, ça. La réalité, là, c'est que Hydro-Québec fait des petits deals que les gens sont même pas au courant. Puis, non, mais attends une minute. Les petits deals à Hydro-Québec, parlons-en. Ils font des ententes avec des entreprises financées par nous qu'on n'est même pas au courant de façon opaque. Et là, parce qu'il y a des ententes de libre-échange, ils sont obligés soit de les rendre publics ou de les faire sauter. Ben, tant mieux. En tant que citoyen et en tant que consommateur d'électricité au Québec, je suis bien content qu'Hydro soit obligé, moi. OK, mais là, tu me parles des marchés publics. Là, je t'ai rendu ailleurs. Mais on peut revenir sur les marchés publics. Parlé, c'est toi qui l'as nommé. Oui, je l'ai nommé. Mais ça, c'est une autre affaire. Tu sais que les compagnies québécoises, elles bénéficiaient déjà des marchés publics européens. Il y avait déjà un accord plurilatéral. Ils l'ont élargi. Oui, ça a été élargi même en 2011. Sauf que Hydro-Québec, c'est toujours le bout qui ont dit on n'y touche pas. Parce que ça permet quand même de favoriser les entreprises locales. Ça permet quand même de favoriser un développement économique. C'est pas juste, quand tu fais un appel d'offres, c'est pas juste de dire c'est le meilleur prix. C'est pas juste le domaine comptable de dire avec telle compagnie, ça va être moins cher. Oui, c'est le fun de dire ça. Mais aussi, il faut que tu penses c'est quoi les retombées? Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça va créer des emplois? Tu sais qu'il y a toutes ces considérations-là. Puis à chaque fois que les entreprises d'État, les sociétés d'État ont décidé de se comporter comme si elles étaient des entreprises privées, donc en cherchant à augmenter les colonnes, à comment bien présenter ça à la fin à l'Assemblée annuelle. À chaque fois, ben tu sais les résultats que ça a donné, par exemple, la Caisse de dépôt en 2009, là. C'est pas Jojo quand une société d'État se prend pour une compagnie. Là. Simon-Pierre Savard-Tremblay est l'auteur de l'État succursale, la démission politique du Québec. Lancement du livre ce soir au bar Ninkasi, Ninkasi, sur la rue Saint-Jean à 17h30. Simon-Pierre, merci d'être venu en studio. Merci, messieurs. Merci, à la prochaine chicane. On n'est pas sorteux. Éric, t'es complètement... plaisir, Éric. Éric, t'es complètement dans le champ quand tu dis, quand on pense citoyen, on pense gouvernement. Tu liras un courriel des auditeurs, tu vas voir que je suis pas tout seul à être dans le champ. Peut-être pas moi qui est dans le champ. Quand on est dans le champ, on voit le monde passer sur l'autoroute, on pense que c'est l'autoroute qui est dans le champ. Quand je parle de citoyens, moi je parle pas de gouvernement, je parle de citoyens. Le monde qui nous écoute, c'est des citoyens. Puis toi, la société, tu ne la vois que sous l'angle du consommateur. Mais toi, tu la vois juste en fonction des monopoles syndicaux. Société, c'est un gros marché. Tu penses qu'une société, c'est juste un gros marché. Une société, c'est pas juste un gros marché. C'est pas juste des consommateurs. C'est aussi des citoyens. Puis citoyens, ça veut pas dire